Pourriture cérébrale. Ce n'est pas juste un mot à la mode, c'est une épidémie silencieuse. Alors que les écrans dominent nos vies, notre attention diminue, notre mémoire s'affaiblit et notre santé mentale se dégrade. Les défilements incessants et les mêmes viraux sont-ils en train de reconfigurer nos cerveaux de manière irréversible? Que se passe-t-il réellement dans nos esprits? Et pouvons-nous le réparer avant qu'il ne soit trop tard? Voici comment guérir la pourriture cérébrale. Ohio, mais pas l'État. Si vous avez 12 ans, vous savez probablement de quoi je parle. Si ce n'est pas le cas, laissez-moi vous expliquer. Ohio est un mot d'argot que la génération alpha, les enfants nés entre 2010 et 2024, utilise pour décrire quelque chose de bizarre, gênant ou aléatoire. Vous pourriez dire « seulement à Ohio » ou « tu es tellement Ohio ». Vous pourriez lancer « Skibidi Ohio Reese ». Le Reese est l'opposé de l'Ohio, et le Skibidi signifie en gros ce que vous voulez qu'il signifie. Vous suivez ? Ohio, cette petite pique, a été le deuxième mème le plus googlé aux États-Unis en 2023. Ce vocabulaire entièrement nouveau de la génération alpha est divertissant et, peut-être, si vous avez un certain âge, un peu déroutant. Mais est-ce un symptôme d'une tendance plus large qui pourrait être préoccupante? La pourriture cérébrale n'est pas qu'un terme populaire. Elle a récemment été liée à un phénomène mental sérieux que les chercheurs de l'hôpital pour enfants de Boston décrivent sous le nom d'utilisation problématique des médias interactifs, PIMU en anglais. Selon le Dr Michael Rich, pédiatre et fondateur du Digital Wellness Lab de l'hôpital, le terme résume les effets d'une activité excessive en ligne. Les utilisateurs, atteints de pourriture cérébrale, ont tendance à filtrer leur expérience quotidienne à travers le prisme du contenu en ligne, ce qui façonne leur communication et leur comportement en conséquence. L'utilisation problématique des médias peut ressembler à une utilisation compulsive ou excessive des médias numériques et interactifs, au point où cela interfère avec la vie quotidienne d'un jeune. Elle est souvent corrélée avec une baisse des performances scolaires, une augmentation des conflits familiaux, une réduction de la satisfaction relationnelle et des difficultés liées au bien-être émotionnel. Et puisque près de 100% des adolescents déclarent avoir accès à un smartphone ou un ordinateur à la maison, et que près de la moitié d'entre eux affirment être en ligne presque constamment, ce type d'utilisation excessive des médias n'est pas théorique. Désormais, la vie réelle existe simultanément avec la vie en ligne. Bien sûr, la technologie en ligne peut être positive. Elle nous aide à interagir avec de nouveaux amis et nous expose à de nouvelles idées. C'est un espace d'expression qui pourrait ne pas exister dans la vie réelle. Mais ces avantages compensent-ils les effets de l'utilisation excessive? La pourriture cérébrale est-elle vraiment aussi grave que beaucoup d'adultes le dépeignent? La génération alpha est-elle simplement un produit de son environnement? Peut-être que l'idée de la pourriture cérébrale est juste la réponse d'une génération qui a passé une partie de ses années les plus formatrices dans les profondeurs de la pandémie de Covid. Quoi qu'il en soit, le contenu qui peut mener à la pourriture cérébrale a un impact négatif sur nos esprits. Existe-t-il un moyen de le soigner ou est-ce simplement une nouvelle réalité à laquelle nous devons nous adapter? Soigner quelque chose comme la pourriture cérébrale pourrait finalement dépendre de changements significatifs dans notre mode de vie et de choix plus sains pour notre esprit. Mais par où commencer? La pourriture cérébrale n'est pas un concept flou. Selon une étude du groupe iPulse, 65% des enfants de 8 à 12 ans possèdent un iPhone et le même pourcentage possèdent un iPad. En comparaison, les enfants de la génération Y ont eu leur premier smartphone vers l'âge de 16 ans. Cela seul ne signifie pas que les cerveaux des jeunes sont en train de se décomposer sous nos yeux, mais l'impact de la technologie sur les jeunes est préoccupant. On estime qu'entre 1,5 et 2,1 millions d'adolescents aux États-Unis connaissent une forme d'utilisation problématique de la technologie avec des conséquences négatives. Cela peut se manifester de plusieurs manières, comme l'addiction aux jeux vidéo où les enfants doivent être arrachés de force à leur console, l'utilisation problématique des réseaux sociaux alors que ces plateformes deviennent le principal moyen de communication des jeunes, l'utilisation problématique d'Internet et la recherche d'informations pendant des heures plutôt que de s'adonner à d'autres activités, ou encore une dépendance excessive à Internet et à la technologie qui empêche toute pensée indépendante et résolution de problèmes. Alors, comment la pourriture cérébrale peut-elle nous affecter, nos frères et sœurs, nos enfants, le monde? Il ne devrait pas être surprenant que le multitâche constant et le traitement rapide que nos cerveaux doivent gérer lorsque nous consultons les réseaux sociaux ou accomplissons d'autres tâches sur nos téléphones ait entraîné une diminution de notre capacité de concentration. Ce concept est connu sous le nom de trouble du déficit de l'attention, qui suggère que la culture numérique moderne, avec ses notifications constantes, ses publicités et son consentement, perturbe la réflexion profonde. La technologie redéfinit la capacité de notre cerveau à se concentrer et à retenir l'information.
Oui, la technologie peut améliorer les compétences cognitives, mais elle présente également des inconvénients. Elle diminue notre capacité à nous concentrer sur des tâches qui ne sont pas de simples défilements sur TikTok. Si de plus en plus d'entre nous avons du mal à nous concentrer, nous pourrions nous tourner vers des médicaments pour nous aider. En 2022, les Centers for Disease Control and Prevention ont rapporté que 7 millions d'enfants américains, soit 11,4% de la population entre 3 et 17 ans, avaient été diagnostiqués avec un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH. C'est 1 million de plus qu'en 2016. La pandémie a sans doute joué un rôle, et il est également probable qu'il y ait eu une augmentation des diagnostics en raison d'une meilleure reconnaissance des symptômes chez les filles. Cela reste une augmentation considérable. Certains médicaments, notamment ceux qui affectent les neurotransmetteurs comme ceux prescrits pour le TDAH, peuvent entraîner des troubles cognitifs en tant qu'effet secondaire. Nos capacités de concentration diminuées grâce aux stimuli incessants d'Internet vont de pair avec une déplétion généralisée de la dopamine, ce qui entraîne une addiction à la technologie. Une exposition chronique à des activités technologiques à fort stimulus peut entraîner une dysrégulation de la dopamine, ce qui, au fil du temps, peut atténuer la réponse au plaisir du cerveau et affecter notre attention et notre motivation. Il y a une infinité de divertissements et d'informations à portée de main. Mais en même temps, les taux mondiaux de dépression ont augmenté au cours des 30 dernières années, selon le World Happiness Report. Les personnes des pays à revenus élevés sont devenues plus malheureuses. Nous ne pouvons plus être seuls avec nos pensées. Nous ne supportons plus le silence pour travailler sur nos difficultés parce que quelque chose nous distrait toujours. La stimulation constante de la technologie affecte plus que notre capacité de concentration et nos systèmes de récompense. Une surexposition aux écrans mentionnés ci-dessus, aux publicités clignotantes et à l'information rapide, peut entraîner de l'épuisement mental et une diminution des performances cognitives, similaires aux effets de la pourriture cérébrale. L'information nous parvient plus rapidement que nos cerveaux ne peuvent la traiter. La fatigue mentale, la paralysie décisionnelle et la difficulté à se concentrer sont des résultats inévitables de notre défilement incessant de nos publications, de nos mises à jour et de nos notifications. Nous lançons beaucoup plus d'informations sur nous-mêmes que nous ne sommes physiquement et mentalement capables de traiter. Tout cela conduit à une surcharge et à un déchargement. Soit nous l'assimilons et nous stressons, soit nous nous en débarrassons pour l'éviter. Lorsque nous nous débarrassons de l'information, nous diminuons notre capacité à développer nos compétences mnémotechniques. La démence numérique est un terme utilisé pour décrire le déclin cognitif que certains chercheurs croient résulter d'une dépendance excessive à la technologie, comme le GPS et les smartphones. Se reposer sur des appareils pour des tâches comme la navigation, la mémorisation et la résolution de problèmes pourrait entraîner des problèmes de mémoire qui s'alignent avec les premiers signes de démence. Les téléphones nous empêchent de développer des fonctions exécutives efficaces, c'est-à-dire la manière dont nous organisons nos vies et nos idées. Ce manque d'organisation peut gravement affecter nos cerveaux et notre bien-être général. Avec un téléphone à portée de main, nous ne nous laissons pas le temps de récupérer des informations qui pourraient déjà être présentes dans nos têtes. Vous êtes-vous déjà retrouvé assis avec un groupe d'amis en train de regarder un film et de voir un acteur que vous reconnaissez? Vous vous tournez vers la personne à côté de vous et lui demandez « Il a joué dans quoi déjà ?» Aucun de vous ne se souvient immédiatement. Alors, inévitablement, quelqu'un sort son téléphone pour trouver le CV de l'acteur. Une fois que vous avez réalisé où vous l'aviez déjà vu, vous dites « Ah oui, je savais ça !» Et vous le saviez. L'information était stockée quelque part dans votre tête, mais parce que nous manquons désormais de patience pour essayer de la récupérer, nous laissons notre mémoire de côté. À long terme, cela peut entraîner des oublis chroniques. Notre mémoire est comme un muscle. Si nous ne l'utilisons pas, elle disparaît. Le déchargement cognitif, qui consiste à dépendre des appareils pour stocker des informations au lieu d'utiliser notre mémoire, peut changer les bases de notre manière de traiter les informations. Avec la dépendance à la technologie, on craint que le cerveau décharge des fonctions traditionnellement assignées à notre mémoire et à nos capacités de résolution de problèmes. Au fil du temps, ces autres fonctions deviennent moins résilientes. Notre application Notes nous aide à suivre des idées et à rédiger des listes de courses. Mais cela ne signifie-t-il pas que nous ne gardons aucune de ces informations dans notre cerveau ? Nous utilisons des calendriers pour définir des rappels, ne faisant pas confiance à notre mémoire pour nous rappeler cette réunion mardi prochain. Avons-nous également besoin d'un rappel de calendrier pour aller nous promener ? Nous avons tous déjà fait cela. La technologie nous offre de nombreux outils utiles, mais sommes-nous devenus trop dépendants d'eux ? Et les enfants avec leur téléphone ne vont-ils jamais apprendre à utiliser leur mémoire efficacement parce qu'ils ont ces outils ? Les effets de cela pourraient être sombres. Nous bénéficions tous de la neuroplasticité.
La capacité de notre cerveau à se réorganiser en formant de nouvelles connexions tout au long de notre vie en réponse à nos expériences. Cette capacité d'adaptation nous permet de guérir après une blessure et de compenser les handicaps. La technologie conditionne nos entrées sensorielles et nos processus de pensée, impactant finalement la structure de notre cerveau. Ensuite, les nouvelles informations et les types de personnes que nous rencontrons sur les réseaux sociaux et Internet peuvent être excellents pour élargir notre vision du monde et aider notre neuroplasticité. Sauf qu'ils sont minés par le simple fait d'être sur un téléphone ou un ordinateur, ce qui, encore et encore, diminue notre attention à long terme et notre concentration profonde. Ce monde numérique dans lequel vivent de nombreux enfants, par conception, affaiblit les compétences sociales en face à face. Ils passent tellement de temps à s'adapter à leur environnement numérique que cela réduit leur engagement total du cerveau dans le monde réel et physique. Dans l'ensemble, la pourriture cérébrale est une recette infaillible pour l'anxiété et la dépression induite par Internet. L'utilisation des réseaux sociaux et d'Internet peut entraîner un déclin de la santé mentale, en particulier chez les populations plus jeunes. Les cycles répétitifs de comparaison, la surcharge d'informations et le cyberharcèlement contribuent à l'anxiété et à la dépression, ce qui, à son tour, peut affecter des fonctions cognitives comme la mémoire, la vitesse de traitement et la concentration. L'Institut national de la santé a trouvé une association significative entre la dépendance à Internet et la dépression, l'anxiété et le stress dans une étude menée sur des adolescents considérés comme accros à Internet. Alors, à quoi ressemble cette dépendance à Internet ? L'étude l'a catégorisée comme l'utilisation d'Internet pendant 3 à 6 heures par jour. Comme c'est le cas avec notre système de récompense nourri à la dopamine, les cycles de dépression et de dépendance à Internet sont difficiles à briser. Les gens cherchent une distraction ou une alternative à la vie qui les rend tristes, mais en ligne, ils trouvent un bombardement d'informations qui a le potentiel de les rendre encore plus déprimés. Alors, comment pouvons-nous, et plus important encore, la génération alpha encore impressionnable, aborder la pourriture cérébrale et tous les effets secondaires potentiels qui l'accompagnent ? Nous pouvons nous pousser à faire une détox numérique en prenant des pauses régulières des écrans, en particulier des plateformes de médias sociaux et d'autres contenus à fort stimulus. Si nous nous engageons à consacrer quelques heures structurées chaque jour loin des écrans, nous pouvons aider à réinitialiser notre capacité d'attention et réduire la surcharge sensorielle. De la même manière, nous avons tous été plongés dans des emails ou dans l'écriture de quelque chose pour le travail, ressentant l'envie de consulter notre téléphone qui cherche à nous en sortir. Si nous planifions du temps pour du travail profond et désignons certains moments de la journée pour des périodes concentrées de travail ou de lecture sans interruption, nous aidons à réentraîner notre cerveau à se concentrer sur une seule tâche pendant de longues périodes. L'une des meilleures façons pour tout le monde de combattre la pourriture cérébrale est de s'éloigner du défilement et des stimuli pour pratiquer la pleine conscience ou la méditation, ou même faire une promenade dans la nature. La méditation régulière renforce l'attention et réduit notre surcharge mentale. Seulement 10 à 20 minutes par jour peuvent aider à inverser certains des effets de la surcharge technologique. Et se reconnecter avec la nature a été prouvé pour restaurer la fonction cognitive et améliorer l'humeur. Nous pouvons tous nous engager à passer 30 minutes à l'extérieur. La prochaine fois que vous allez vous asseoir sur le canapé et faire défiler sans réfléchir, que diriez-vous de décider de faire une promenade ou d'aller vous asseoir dans un parc à la place ? La chose la plus importante à retenir dans notre quête pour vaincre la pourriture cérébrale est de limiter le doom scrolling et la consommation passive de contenu. Lorsque nous consommons du contenu par petites périodes plus structurées et avec un but précis au lieu de défiler sans fin, nous pouvons réduire notre anxiété. Cela nous pousse également à avoir plus d'interactions en face à face avec nos amis, notre famille et nos collègues pour stimuler notre cerveau au lieu de nous coller un écran sous les yeux. Participer à des conversations intellectuellement stimulantes peut contrer les effets du contenu superficiel en ligne qui a tendance à nous attirer. Cependant, voici la vraie question. Devrions-nous vraiment être aussi inquiets ? Les adultes paniquent-ils tandis que les enfants sont en réalité ceux qui comprennent le mieux ce paysage technologique ? Les jeunes pensent à l'impact de la technologie sur leur vie. Les préadolescents et les enfants ont passé leurs années formatrices en plein cœur de la pandémie de Covid avec des routines chamboulées. Ils avaient besoin d'une distraction et d'un moyen de normaliser une nouvelle réalité totalement anormale. Ils ont donc un sens de l'humour sur le fait de grandir dans des temps chaotiques. Et leurs préoccupations sont plus nuancées, moins de catastrophisme que chez certains de leurs aînés. Les adultes ont tendance à voir la technologie de manière très binaire. Les enfants la perçoivent davantage comme un spectre et pourraient être mieux positionnés pour trouver une modération saine.
La même étude iPulse, mentionnée plus tôt, a également révélé que 75% de ces mêmes enfants de 8 à 12 ans affirment être passionnés par des causes comme les droits des animaux et le cyberharcèlement. 84% ont une vision positive de l'avenir. Alors peut-être que l'idée de la pourriture cérébrale n'est pas aussi répandue qu'on nous le fait croire. Les jeunes sont des natifs d'un monde numérique auquel nous, les autres, avons dû nous adapter. Alors peut-être devrions-nous leur faire confiance. Chaque génération surprend celle qui la précède. Et la génération alpha, c'est déjà tout ça, principalement parce qu'ils l'ont déjà cherché sur Google.